Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il est 12h04 sur Sud Radio, édition spéciale à suivre jusqu'à 13h avec les dernières informations quant aux incendies qui se déroulent du côté de la Gironde et du Var. Plus de 2000 hectares dévorés par les flammes, des milliers d'évacués. Le point sur la situation avec vous, Antoine Dizier. Rebonjour. Rebonjour Maxime, alors les pompiers combattent toujours le feu en Gironde alors qu'il y a quelques minutes, la préfecture de police de Paris annonce que 2 colonnes de sapeurs-pompiers franciliens, soit environ 80 soldats du feu, ont été appelés en renfort en Gironde. Une première partie de ces pompiers, 44 personnes, sont partis sur les lieux de l'incendie ce matin à 7h. Ils étaient accompagnés de 10 engins. Une seconde partie des renforts doit partir dans la journée. 2400 hectares ont déjà brûlé. Les autorités ont ordonné hier l'évacuation de 12 000 personnes. Plus de la moitié des sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur 30 km pour tenter de maîtriser l'incendie. À ce stade, aucune victime n'est recensée pour le moment, mais la situation reste très défavorable d'après les autorités, alors que dans le Var, le feu a parcouru plus de 2500 hectares et n'est pas encore fixé. Les habitants évacués ont été autorisés à rejoindre leurs habitations, notamment afin d'être en mesure de constater les éventuels dégâts. 650 sapeurs-pompiers mobilisés, mais pas de moyens aériens supplémentaires. Des renforts militaires ont également été déployés depuis hier, mais aucun moyen aérien supplémentaire n'a été alloué pour le feu. Merci beaucoup Antoine Dizier, journaliste Sud Radio. On vous retrouve régulièrement sur cette antenne pour faire le point. Vous avez entendu les dernières informations. On en aura certainement de nouvelles à vous annoncer dans quelques minutes puisque c'est la préfète du département de Gironde qui va donner une conférence de presse à suivre bien évidemment en direct sur Sud Radio. Mais jusqu'à 13h, on va également avoir besoin de vous, amis auditeurs. 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr, les réseaux sociaux ainsi que l'application pour témoigner, pour nous raconter ce qui se passe. Vous êtes habitant de cette région. Tiens, tout à l'heure, par exemple, on avait Julie qui était vacancière, qui était dans un camping du côté de la Gironde, qui a dû évacuer dans la nuit, qui nous a raconté la solidarité qui se mettait en place, le retour qui était en train de se faire direction la Corrèze. On a aussi eu un auditeur qui nous a tenu au courant, qui était du côté d'Arès, qui nous a tenu au courant de la nuit et de la nuit, mais de ce à quoi ressemblent ces étés depuis déjà plusieurs années, à savoir des colonnes de fumée rouge, des colonnes de fumée, des pluies de cendres sur sa région. Et jusqu'à 13h, on sera avec différents spécialistes, différents intervenants. On sera avec le maire de Marche-Prime en Gironde, on sera avec des sapeurs-pompiers, bien sûr, on sera avec les députés, les maires des différentes localités. L'actualité, vous l'avez compris, est à suivre sur Sud Radio avec, je me permets de le rappeler, d'ici quelques minutes, le point presse de la préfète de Gironde à suivre en direct sur cette antenne. Mais pour le moment, on est avec vous, Bruno Lafont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous êtes le maire de Biganos. Vous êtes également le président de l'association régionale de défense des forêts contre les incendies d'Aquitaine. Ce sera un pan important de votre CV parce qu'il y a forcément beaucoup de questions qui se posent sur l'entretien de ces forêts, sur ce qu'on a laissé faire, ce qu'on n'a pas laissé faire. Mais d'abord, du côté de Biganos, là où vous êtes, Bruno Lafont, quelle est la situation à l'heure où on se parle ? Écoutez, nous avons 200 personnes qui sont dans la salle des fêtes que nous avons aménagée dans la nuit, puisque nous avons une demande de la part de la préfecture hier soir et donc nous avons aménagé ce site. Il y a des personnes qui se sont reposées. Ce matin, on leur a servi bien sûr le petit déjeuner. À midi, nous avons rouvert notre cuisine centrale qui va leur permettre de faire des repas à midi. Et voilà. Et donc, nous avons peut-être d'autres personnes qui viendront nous rejoindre, mais nous sommes prêts. Nous avons également préparé une grande salle de sport qui peut être aménagée pour recevoir des personnes qui seraient amenées à venir sur cette partie sud du bassin d'Arcachon. Bruno Lafont, vous parliez à l'instant des consignes de la préfecture tombées hier soir. Les demandes étaient quoi ? Justement, 1, l'évacuation, 2, anticiper certains endroits qu'il faut transformer d'une certaine manière pour être prêt à accueillir du monde. C'était ça l'idée ? Oui, puisqu'il fallait absolument que les personnes soient évacuées de certains secteurs et puis les campings qui avaient été eux-mêmes évacués, ça fait quand même beaucoup de monde. Nous sommes en pleine période estivale. Et donc, il y a beaucoup de monde sur la côte aquitaine qui va de Royan jusqu'au Pays Basque et le bassin d'Arcachon est au milieu de tout cela. Et donc, comme le feu avait tendance à vouloir aller dans ces directions-là, il était plus prudent d'évacuer les personnes. C'est ce qui a été fait, notamment de la commune de Lège. Et est-ce que vous en savez un peu plus, vous, de par la proximité avec l'incendie, de par de votre rôle de maire aussi ? Actuellement, l'incendie, on est où ? Il est hors de contrôle ? Est-ce qu'il s'apprête à être fixé ? Il est à combien, par exemple, de kilomètres là, de votre commune de Biganos ? Nous, il est assez loin de la commune puisque nous sommes assez éloignés. Il y a bien sûr la commune d'Arès qui est beaucoup plus près et la commune de Lège.
Mais d'abord, le feu n'est jamais hors contrôle. Bien sûr qu'il est difficile, mais les pompiers l'ont toujours en visu, que ce soit en termes d'engins aériens ou que ce soit au sol. Il est très difficile à combattre parce que les flammes sont très importantes. Il a lui-même son propre vent, et donc il est en direction de l'océan. Il faut absolument qu'il soit contenu dans cet esprit-là. S'il va se jeter sur l'océan, écoutez, il ira à l'océan. Si on peut l'arrêter avant, il faudra l'arrêter avant. Ce qu'il faut surtout, c'est le contenir le long de la départementale 106, de telle sorte qu'il ne rentre pas dans la pointe du Cap Ferré, ce qui serait une catastrophe. Et c'est les consignes que nous avons données. Enfin, en ce qui nous concerne, les pompiers font tout ce qu'ils peuvent. Et vous savez, avec ce qui est arrivé à Mérignac, qui est un drame, il n'y a pas de petits ou de grands feux. Nous avons fait en 2022 33 000 hectares de feu sans qu'il y ait un blessé, ou il y en avait 2-3 légers, et sans un mort. Et là, il a fallu qu'un feu de 2000 mètres carrés crée ce drame. Donc, vous savez, aujourd'hui, il faut les saluer. Il faut saluer ce qu'ils font, parce que ce sont des murs de feu. C'est une évidence, c'est un mur de feu. Vous êtes le maire de Biganos et le président de l'association régionale de défense des forêts contre l'incendie d'Aquitaine. En retapant votre prénom avant qu'on se téléphone, monsieur le maire, je me rappelle d'un certain coup de gueule que vous aviez passé il y a 3-4 ans. C'était au moment de 2022 où forcément, dans votre région, ça ne rappelle pas que de bons souvenirs. Vous aviez quand même passé un coup de gueule en estimant que les conditions n'étaient pas suffisamment réunies pour lutter en France contre les incendies, en tapant même du poing sur la table, en signalant qu'il n'était pas normal qu'il y ait qu'une vingtaine de millions d'euros qui soient consacrés à la défense des forêts contre l'incendie. Est-ce que à l'aune des flammes qui ravagent encore le territoire, ce coup de gueule s'entend, ou depuis des efforts quand même ont été faits, votre coup de gueule avait été entendu? Alors, il faut reconnaître que le coup de gueule a été entendu, et il faut reconnaître que le président Macron, sur ce sujet-là, avec le pack capacitaire qu'ils appellent, c'est-à-dire des camions supplémentaires pour les pompiers, la commande qui a été faite pour les Canadair, et également pour la prévention, nous avons obtenu des moyens supplémentaires avec des véhicules, du personnel, mais également des moyens supplémentaires qui nous permettent de faire la prévention. Mais ce que j'avais dénoncé à l'époque, et aujourd'hui je ne dis pas que c'est trop tard, mais on est en train de s'en apercevoir. Ce que j'avais dit, nous ne pouvons plus vivre en France à côté de massifs forestiers, qu'ils soient en Savoie, qu'ils soient en Île-de-France, qu'ils soient dans le sud-est ou dans le sud-est, comme nous le faisions avant. C'était dit hier sur une antenne. On doit faire la prévention comme on l'a fait pour la prévention routière avec la ceinture de sécurité, etc. Les risques d'incendie, le procureur de la Gironde a très bien réagi hier soir. Il a pris une décision très forte. Toute personne qui jettera un mégot ou qui est pris en train de faire des actions avec un outil qui peut mettre le feu à la forêt doit être aussitôt arrêté et du moins placé en garde à vue. Ce sont des décisions qui sont indispensables. Les Canadiens, depuis 30 ans, appellent les cigarettes des armes à feu. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont ce terme au Canada. Mais et donc nous devons avoir aussi quand vous parlez de tous ces jeunes gens, parfois responsables, parfois irresponsables, en le faisant, vous comprenez la nuance que j'instaure en utilisant ces deux mots. Mais est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à une beaucoup plus grande sévérité vis-à-vis des auteurs? Mais bien sûr. Ce n'est pas normal que nous ayons un laxisme aussi important pour des gens qui... Bon, il y a des malades, mais ça, ils doivent soigner, être enfermés s'il le faut, mais tout malade doit être soigné. Si on peut arriver à le guérir, c'est très bien. Mais il y a des actes intentionnés, et puis après il y a l'accident. Ça oui, peut arriver. Il y a des accidents, mais en effet, quand ce sont des personnes malades et autres, les sanctions doivent être absolument renforcées. C'était d'ailleurs des propositions comme Frédéric Valletoux, qui est un ancien ministre et qui avait dit il faut taper du poing sur la table. Ça avait été l'occasion d'un désaccord avec Laurent Nunez. Je vous l'avais promis depuis maintenant 45 minutes. Que voulez-vous? C'est le retard et les aléas du direct vis-à-vis de l'actualité qui est particulièrement chargée. C'est la préfète de Gironde qui va s'apprêter à s'exprimer et vous pouvez la suivre évidemment en Sud Radio, conférence de presse pour suivre l'évolution des incendies. Les conditions météo restent défavorable avec un vent qui est mal orienté et des vents erratiques. 2400 hectares à cette heure-ci ont été détruits. Il n'y a pas de blessés et il y a une maison isolée qui a été détruite par le feu. Pour le reste, pas de biens détruits ni évidemment de blessés. Vous le savez, hier, on a dans la nuit évacué 10 000 personnes des différents campings et résidences hôtelières. Et là, nous sommes en train
toujours à titre préventif et pour la protection de la population, d'évacuer 8800 personnes avec l'aide de la gendarmerie nationale et des élus sur le village de Claoué. Donc ce sont les campings et le VVF qui sont en cours d'évacuation dans le calme, tout va bien. La manœuvre est compliquée, le contrôleur général pourra l'expliquer. Nous avons des moyens conséquents. Nous avons à l'heure actuelle 700 sapeurs-pompiers dans différentes spécialités qui se battent pied à pied contre ce feu qui est très rude et qui se partagent, ces 700 sapeurs-pompiers, à peu près entre moitié-moitié des sapeurs-pompiers de la Gironde et des départements de la zone sud-ouest qui ont prêté main forte, et l'autre moitié des sapeurs-pompiers de départements extérieurs à la zone sud-ouest, y compris de l'Île-de-France, qui viennent aussi prêter main forte. La DFCI, c'est-à-dire nos partenaires bénévoles avec les forestiers qui nous permettent d'entretenir 44 000 voies de chemin dans la forêt et d'entretenir les points d'eau, sont également mobilisés avec 20 personnes et 15 engins. En termes de moyens aériens, nous avons 6 vecteurs, 2 Canadair, 2 Air Tractor, un Dash et puis Charlie 33 qui fait de la reconnaissance. Et puis nous avons 138 engins feux de forêt et 20 engins pompes pour la défense des habitations. Je le dis et je le redis, la départementale 106 est fermée au niveau du rond-point de Saint-Jean-d'Iliac. Je demande instamment aux automobilistes de ne pas venir. De toute façon, ils ne pourront pas passer. Le rond-point est tenu par les gendarmes. Il ne faut pas empêcher les sapeurs-pompiers de pouvoir circuler et de recevoir les renforts qui leur seront nécessaires. Donc c'est un acte citoyen et j'entends qu'il soit respecté. Voilà, peut-être le contrôleur général peut détailler la manœuvre technique ou en tous les cas répondre à... Vous venez d'entendre donc Sophie Broca, qui est la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, qui s'exprimait sur Sud Radio à l'occasion d'un point presse pour suivre évidemment de façon très 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 attentive les incendies qui ravagent la Gironde et le Var. Vous l'avez entendu, ce chiffre il est sidérant, plus de 2000 hectares dévorés par les flammes. Elle a tenu quand même à rassurer en disant que les évacuations se faisaient dans le calme, que tout se passait bien, même si les conditions notamment météorologiques étaient excessivement compliquées. Elle a rappelé ces chiffres, les 20 000 hectares ravagés, avec bien sûr le fait d'avoir énormément de personnes aussi mobilisées, près de 700 sapeurs-pompiers, avec les personnels bénévoles de la DFCI, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des forêts en temps normal, 20 personnes, plus de 15 engins mobilisés, et ce point de vigilance à tous ceux qui sont actuellement sur la route, la départementale 106 est fermée. La préfète vient de taper du poing sur la table pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas y aller, il fallait laisser les pompiers travailler. De toute façon, les accès étaient bloqués par les gendarmes. Donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas forcément saisi l'information, je vous la répète, la départementale 106 est fermée. C'était la prise de parole donc de la préfète du département Gironde Nouvelle-Aquitaine qui s'exprimait au micro de Sud Radio à l'occasion d'un point presse sur les incendies. On poursuit jusqu'à 13h notre édition spéciale, série d'invités, de témoignages, de récits aussi de votre part, auditeurs au 0826 300 300. Vous êtes dans un camping, vous êtes en train d'évacuer, vous êtes habitant de ces coins-là, vous faites comme Julie tout à l'heure, comme Marc tout à l'heure, vous nous passez un coup de fil, ou comme Christophe. Pour le moment, on discute de ce sujet avec vous, Sophie Panonacle. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous, madame la députée Ensemble pour la République de Gironde. J'imagine que vous êtes envahie par les appels, par les alertes, par les demandes d'informations. Quelles sont les dernières informations que vous avez à jour sur votre zone? Écoutez, la préfète vient de faire un point. Je n'ai pas d'informations plus à jour que ce qu'elle n'a pu vous dire. Ce qui nous inquiète, c'est que ça nous rappelle un peu le scénario de 2022. Oui. Et même si effectivement en 2022 on a évité le pire sans drame humain, c'est ce qui était le plus important, et avec une maîtrise à un moment précis de cet incendie, là au vu des conditions on est un peu inquiet. Les secours et les élus et ainsi que madame la préfète anticipent effectivement les différentes actions. Vous avez entendu, il y a eu de nombreuses évacuations. Oui. C'est une prévention absolument indispensable, et voilà, on attend il y a encore un risque là dans l'après-midi d'évolution du feu. Les sapeurs-pompiers ont une tactique très particulière pour
lutter contre cet incendie et surtout en évitant que ça traverse une route qui est à privilégier en cas d'évacuation et puis pour que les pompiers puissent également se déplacer. Donc voilà, c'est très stratège là ce matin. Sophie Panonacle, en rappelant que vous êtes députée Ensemble pour la République de Gironde, vous voyez bien à quel point, j'imagine là dans votre circonscription, il y a quand même énormément d'inquiétudes, l'impression d'avoir déjà assisté à ce scénario. Vous rappeliez vous-même ce qui s'était passé en 2022. Quand on est député, comment on essaye de résoudre cette problématique d'environnement, de terre qui crame en réalité quasiment en permanence et au même endroit, des habitants qui sont forcément touchés, des agriculteurs, des propriétaires de terrain qui sont aussi violemment bousculés par cette actualité. Comment on essaye en tant que politique de lutter contre tout ça, de mettre en place des choses pour potentiellement la saison qui suit les empêcher ou les réduire au maximum? Bien, vous avez raison. Notre rôle de législateur est extrêmement important et c'est ce que j'ai pu faire suite, nous, à nos tragiques incendies de 2022. J'ai été rapporteur d'un texte sur la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie et cette loi a été votée en juillet 2023 et notamment parce que je pense que ce qui est important aussi aujourd'hui, et malgré tout ce qui a été fait et beaucoup a été fait dans le cadre du renforcement des moyens, mais il va falloir persévérer. On le voit bien quand les incendies sont partout sur l'Hexagone, eh bien il faut que nos pompiers soient partout. Donc on doit à nouveau augmenter en nombre de personnel. Et cette loi proposée, c'était une expérimentation qui se termine en 2026, d'inciter les employeurs à recruter et surtout à conserver, parce que la difficulté elle est là, des sapeurs-pompiers volontaires. Oui, parce que faut-il encore rappeler, Madame la députée, que je crois que c'est 80% des rangs aujourd'hui des sapeurs-pompiers qui sont en réalité composés de sapeurs-pompiers volontaires. Absolument. Et il est très difficile aujourd'hui de recruter ces sapeurs-pompiers. Donc, cet article, en fait, proposait une réduction de cotisation patronale aux entreprises qui pouvait atteindre jusqu'à 2 000 €, ce qui était par salarié et par an, ce qui était pas rien. Il y avait un plafond maximum de 10 000 €. Ce qu'on n'avait pas obtenu dans le cadre de cette loi en 2023, c'est la même réduction fiscale pour les communes forestières. D'accord. Donc au vu de ce qui se passe, je pense que dans la prochaine loi de finances, il faudra aller plus loin. D'abord évaluer le dispositif puisqu'il s'arrêtait en 2026 et aller plus loin. On a besoin de davantage d'hommes et de femmes sur le terrain de pompiers. Et puis réévaluer encore et encore leur statut, leur rémunération. Les bénévoles, leur indemnité a été réévaluée. Là aussi, on a progressé. Je pense que il faut avoir en tête les enjeux, le danger, la difficulté de cet engagement quand on est bénévole et danger quand on est professionnel, bien évidemment. Donc, il faut continuer à prendre en considération une évolution de leur rémunération et une amélioration de leur statut. C'est très, très, très important. Mais j'entends ce que vous dites, Sophie Panonacle. Est-ce que vous entendez aussi, et c'est assez frappant quand on vous entend, loin de nous l'idée de penser que vous n'en faites pas assez, néanmoins quand on entend les échéances, une expérimentation de 2023-2026, les Canadair, quand Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, les a signés il y a quelque temps, on a bien compris qu'ils ne seraient pas effectifs, ces nouveaux Canadair, alors qu'on en manque d'ici 2032, voire 2034, 2036. Est-ce qu'en réalité, on n'a pas en France un problème de timing? On ne va pas assez vite quand on voit les dégâts que provoquent notamment les feux, l'intensité, la régularité. Est-ce qu'il ne faudrait pas se débrouiller pour avoir des canaux beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides? Mais bien sûr, ça va passer vite. Mais la difficulté, c'est que on réagit quand il y a une catastrophe. Et la commande des Canadair, elle est arrivée en 2023. Je pense que peut-être que depuis des décennies, on aurait pu anticiper le réchauffement climatique qui date pas d'hier. Donc les prévisions par rapport à ce risque incendie, elles ne datent pas d'hier non plus. Est-ce que vous entendez aussi ces critiques qui sont beaucoup plus politiques, mais elles existent sur le champ médiatique et sur le champ dans lequel vous travaillez, Sophie Panonacle? C'est Antoine Léaumont, par exemple, qui est député LFI, qui était notre invité au micro de Benjamin Glaise il y a quelques jours et qui a dit « Mais en réalité, je tiens Macron et plus globalement les ultra-riches comme responsables de ces incendies ». Est-ce que ça, vous l'entendez? Bon, je crois qu'on vous a perdu, Sophie Panonacle, entre le moment où vous étiez sur la route, le moment où vous étiez sur l'autoroute et le coin dans lequel vous vous situez. C'est normal qu'il y ait peut-être quelques problématiques de réseau. On essaye de vous rejoindre et si jamais on n'y arrive pas, ce sera toujours l'occasion et j'en profite pour vous remercier d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Sophie Panonacle, la députée Ensemble pour la République députée donc de Gironde. On va également tout au long de ce midi
jusqu'à 13h. Écoutez vos témoignages, écoutez les experts, mais peut-être dans un premier temps, alors qu'on vous a retrouvé, Sophie Panonacle. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Excusez-moi, je suis en voiture, c'est compliqué. Mais je me doute. On va aller très vite. J'avais juste une dernière question. Il y a sur le terrain politique, sur la scène politique aussi des critiques vis-à-vis de l'égard du gouvernement, du président, vis-à-vis des responsabilités qu'ils n'ont pas forcément prises dans ces incendies. Antoine Léaumont, qui était au micro de Benjamin Glaise sur Sud Radio dans la matinale il y a quelques jours, disait en réalité, je tiens Emmanuel Macron et les ultra-riches comme responsables de ces incendies. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ces propos ? Non, alors là, c'est de la politique à outrance, la politisation du sujet à outrance, et je ne rentrerai pas du tout dans ce débat. Des décisions ont été prises après 2022. On entend que ça ne va pas assez vite, et c'est une réalité. Il faut aller plus loin, et ça aussi, c'est une réalité. Moi, je travaille de manière transpartisane à l'Assemblée nationale. On peut déposer une proposition de loi qui va nous permettre d'adapter encore mieux la forêt face justement à la sécheresse, au changement climatique et au risque incendie. Une proposition forte de cette proposition de loi, c'est la création d'un fonds national d'adaptation. Vous m'entendez ? Oui, pardon. Oui, un fonds très national d'adaptation au risque incendie. Et ce fonds national, il permettra de financer justement la prévention, qui est importante, avec davantage, mais aussi des moyens aériens, des équipements, et puis de la formation, et puis de la prévention au sens large. La ministre Barbu en a d'ailleurs parlé dans le cadre de la présentation de son plan forêt, avec une nouvelle réserve citoyenne qui va permettre de développer cette prévention, parce que j'entendais le maire Benoît Lafont parler d'effectivement davantage punir ceux qui font n'importe quoi, on l'entend, mais aussi expliquer qu'il ne faut pas faire et quelles sont les bonnes pratiques. Donc vraiment essayer d'aller taper sur tous les plans pour les éviter aussi au maximum. Il n'y a pas que la réaction, il y a la prévention. On a bien entendu. Merci beaucoup Sophie Panonacle d'avoir été avec nous, députée EPR donc de Gironde, et soyez prudente donc sur la route, parce qu'on a bien compris que là où vous avanciez, c'était un élément assez compliqué. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour échanger avec nous au téléphone. Dans un instant, d'autres maires, d'autres témoignages, suivi et point sur la situation avec toutes les dernières informations. Vous avez pu la suivre il y a quelques secondes sur Sud Radio. C'était le point de la préfète du département de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine qui nous a donné les derniers chiffres, l'évolution qui risque d'y avoir dans les prochaines heures. Et on y revient dans une poignée de secondes. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Édition spéciale Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il est tout pile 12h30 sur Sud Radio, vous nous écoutez, et jusqu'à 13h, on est en édition spéciale naturellement pour suivre tout ce qui se passe avec ces incendies qui ravagent la France, particulièrement dans le Var et en Gironde. Il y a eu un point que vous avez pu suivre en direct sur cette antenne de la préfète justement du département avec les toutes dernières informations, et on va les réécouter et on va les reprendre au fur et à mesure ces dernières informations avec vous, Antoine Vizier. Rebonjour. Rebonjour Maxime. Alors que les pompiers combattent toujours le feu en Gironde, la préfète de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, Sophie Brocas, a déclaré que 8800 nouvelles personnes en cours d'évacuation de manière préventive à Claoulet. Les opérations se font dans le calme à Surtel et qu'une maison isolée a été détruite par le feu. La préfecture de police de Paris, elle, annonce que 2 colonnes de sapeurs-pompiers franciliens, soit environ 80 soldats du feu, ont été appelés en renfort. Une première partie de ces pompiers, 44 personnes, sont parties sur les lieux de l'incendie ce matin à 7h. Ils étaient accompagnés de 10 engins. Une seconde partie des renforts doit partir dans la journée. 2400 hectares ont déjà brûlé. Les autorités ont ordonné hier l'évacuation de 12 000 personnes. Les pompiers sont actuellement mobilisés sur 30 km pour tenter de maîtriser l'incendie. À ce stade, aucune victime n'est recensée pour le moment, mais la situation reste très défavorable d'après les autorités. Merci beaucoup Antoine Dizy. On vous retrouve jusqu'à 13h et certainement toute une partie de la journée encore pour des points réguliers sur cette information. C'est triste parce qu'on a forcément une sensation déjà vue. 2022, tous ceux qui sont sur place actuellement décrivent le même scénario avec les mêmes évacuations, les mêmes points, une même météo où la préfète a bien précisé que les conditions météorologiques n'étaient pas du tout favorables au feu, c'est-à-dire beaucoup de vent, avec certainement, comme vient de nous le dire la députée du département, des évolutions à suivre assez défavorables à cause de la météo d'ici à l'après-midi. Mais je vous dis depuis tout à l'heure, édition spéciale jusqu'à 13h, vous nous appelez, vous venez témoigner, vous nous racontez si vous êtes dans le coin, vous êtes sur la route des vacances, vous nous racontez tout ça. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. J'ai habité dans le Var pendant plus de 30 ans. Donc les incendies, j'habitais un petit village qui s'appelle Bessy-sur-Issel. Ouais. Il y a eu 13 incendies à moins de 2 km de chez moi. Chaque année, on a peur. On a la trouille de perdre ses biens, voire perdre la vie. Moi, je vous téléphone parce que je suis particulièrement en colère et je
je trouve que tout le monde est relativement clément dans ce qu'ils disent, trop gentil. Alors pourquoi vous êtes en colère, Jean-Michel ? Je suis en colère parce qu'il n'y a pas de condamnation. Moi, j'ai connu un pyromane qui était un voisin de moins d'1 kilomètre de chez moi, qui a pris 3 mois de prison avec sursis. On tue. Mettre le feu, c'est tuer la nature, tuer les arbres, tuer les animaux et malheureusement également tuer des gens, c'est-à-dire 2 pompiers qui sont morts hier sur un incendie ou qui sont morts il y a 1 an ou 10 ans ou il y a 7 ans. Toutes ces personnes ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie définitivement. On sait très bien, le gouvernement fait les innocents et les gens sont trop crédules ou gentils. On sait très bien que quand on met le feu, derrière il y a des vies. Derrière, on va tuer. C'est un meurtre. C'est pas un meurtre direct. Donc vous demandez d'une certaine manière, Jean-Michel, beaucoup plus de sévérité et dans la façon dont on regarde les choses, et j'imagine aussi dans les peines qu'on applique à ce type de profil. De la manière de regarder les choses, comme vous dites, et dans les peines qui suivent. Il faut des peines lourdes. Il faut que ces gens-là comprennent que c'est dramatique. C'est grave, quoi. Il y a des vies derrière. La vie animale, ça nous passe au-dessus de la tête, on n'y pense pas. Mais c'est énorme. Tous les rampants, les hérissons, tout ça, ils meurent brûlés. Et quand on met une petite peine, 6 mois, 1 an de prison, 1 an avec sursis, la personne, elle peut recommencer. Elle va recommencer, mais de manière prudente, pour pas faire prendre une 2e fois. Mais ces personnes-là ne s'arrêtent jamais. Alors bon, il n'y a pas la peine de mort dans notre pays. Tant mieux, tant pis, chacun voit ce qu'il en pense. Moi, je serais carrément pour, je suis un peu extrémiste à ce sujet-là, mais quand on voit derrière, il y a des gens qui meurent. Et chaque année, ces 1000, 2000, 3000 ou 4000 incendies en France sont volontaires à 90%. C'est quelque chose d'horrible. Et sans parler de mort de gens, des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, qui ont travaillé 10 ans ou toute une vie pour se payer une petite maison peu chère, mais voilà, et qui sont là à avoir la trouille, voir leurs biens brûlés. Mais c'est dramatique. Il faut absolument que nos gouvernements, nos responsables, à part faire du blabla, moi j'ai 73 ans, je n'entends que du blabla. Chaque année, les Canadaires, les ci, les là, chaque année, si un jour il y a un réveil collectif, j'appelle collectif le gouvernement, c'est eux les endormis, c'est eux qui dorment, qui baillent et qui font de belles paroles pour rien, qui se déplacent en avion, qui polluent encore plus pour dire on va faire ce qu'il faut, on fait rien. On ne fait rien. On sent la colère chez vous, Jean-Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Parfois, la peine de la sévérité, le fait que ce soit excessivement compliqué d'avoir une peine sévère, vous venez de le dire, et puis la situation qui se répète dans certains départements, ce que ça peut provoquer même personnellement, avec des maisons qui brûlent, des animaux, bien sûr, vous avez raison, aussi Jean-Michel, qui perdent la vie. Je vous rappelle que jusqu'à 13h, nous sommes en édition spéciale sur Sud Radio. 0826 300 300. C'est le numéro qu'il faut composer. Vous êtes en vacances, vous êtes actuellement sur la route dans ces départements, dans ces coins-là, vous êtes peut-être en train d'évacuer, tiens, comme Julie tout à l'heure qui était avec nous, qui a dû évacuer son camping dans la nuit, eh bien vous nous passez un coup de fil, vous nous racontez, et puis une série de professionnels bien sûr qui se succèdent à l'antenne, des maires, des députés, des sapeurs-pompiers bien sûr, avant 13h, vous êtes dans ce coin-là, une fois de plus, vous participez, vous le savez, Sud et votre radio. 0826 300 300, bonjour Aurélien. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je voulais pas réagir, mais je voulais vous poser une question, parce que peut-être que vous avez l'information. Moi, je suis très très traumatisé par tous ces événements. Combien la France détient-elle d'avions largueurs d'eau pour ce genre de choses? Parce que on a entendu tout un tas de choses. À un moment donné, on nous avait dit qu'on avait des avions qui étaient plus ou moins en maintenance. Après, il y a eu une annonce de fait pour une commande qui aurait été faite après 2022. Après, on a entendu que cette commande a été annulée. Le président de la République a dit qu'il y avait des Dash. Aujourd'hui, on parle de Nader. Combien réellement avons-nous de possibilités pour faire face à ça? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un pompier qui disait qu'on avait des véhicules, mais peut-être que par ce biais-là, alors j'avoue que moi, j'ai pas d'idée, je suis catastrophé de tout ça. Mais pourquoi vous êtes catastrophé? Parce qu'on sent bien une certaine forme de panique, ou en tout cas de véritable inquiétude. Aurélien, expliquez-nous.
Parce que je vois que ça brûle de partout, qu'on est en situation. L'auditeur précédent vient de dire que des gens ne font pas attention. En effet, on jette des mégots. Enfin, il y a une certaine, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'en moque un peu et puis on prend pas au sérieux. Alors que il y a des vies qui partent. Les animaux, en effet, il y a la nature, il y a tout un tas de choses comme ça qui ne vont plus. Et je pense qu'il faut vraiment réagir. Et peut-être aussi, alors moi je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Moi je suis pas gouvernant, je suis chef d'entreprise et c'est pas toujours facile de décider. Ça, mais en attendant, à un moment donné, il va falloir quand même prendre les choses il faut trouver des millions. Enfin, excusez-moi, si je faisais un parallèle, on trouve des milliards pour l'Ukraine, mais on trouve pas quelques millions pour acheter des. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je pose une question parce que j'ai pas d'affirmation. Si vous mais écoutez, non mais Aurélien, moi les informations que j'ai, qui sont les informations officielles sur le site, et vous voyez, pendant qu'on dialoguait, je suis allé vérifier sur un seul site, qui est le site de la sécurité civile et des gestions de crise, ainsi que sur le site du ministère de l'Intérieur. En réalité, nous avons 12 Canadair. Le véritable sujet étant que, à cause de la maintenance, parfois on ne peut pas tous les utiliser. Et on a une flotte de 12 Canadair, et le ministre Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a formalisé le 4 juin dernier la commande de 2 nouveaux Canadair pour un investissement quand même total de 200 millions d'euros. Le seul sujet, c'est qu'ils n'arriveront pas avant 2032-2033. Donc en réalité, d'ici à cet horizon-là, 2032-2033, mon cher Aurélien, on devrait être aux alentours de 14-16 Canadair. Voilà. Vous me rassurez pas du tout, excusez-moi de le dire comme ça, parce que j'étais inquiet. Moi j'avais pas pour but de vous rassurer, Aurélien, vous me posez une question, j'ai essayé de vous répondre avec les éléments de laver. Tout à fait, j'espérais qu'il y en avait un peu plus, mais bon, malheureusement c'est non, pas ça. Et vous savez en plus que la flotte de la dizaine qu'on a actuellement est extrêmement vieillissante, avec toute une série, parce que c'est très compliqué, parce que ce sont des Canadair avec, comme son nom l'indique, une partie au Canada, avec la maintenance des entreprises qui ont fermé pour les pièces, c'est excessivement compliqué. Donc là où vous avez raison, c'est que c'est pas la première fois qu'on le dit, parfois au sommet des crises, nous n'en sommes qu'à 5-6 Canadair de déployables, et c'est malheureusement en effet pas du tout rassurant. Navré Aurélien, mais je vous remercie quand même de votre témoignage et de votre vive inquiétude qui s'est ressentie ici au micro de Sud Radio. 0826 300 300, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler pour témoigner, pour raconter ce que vous voyez, ce que vous vivez. Bonjour Gilles. Merci de me donner la parole. Alors moi je me présente, je suis Gilles, j'ai 62 ans, j'ai habité dans le Var, dans un tout petit village qui s'appelle Calas, à côté de Draguignan, et j'étais vraiment totalement immergé au milieu des pins. Donc moi aujourd'hui je voudrais dénoncer l'incohérence totale que l'on a aujourd'hui de la politique de prévention. Alors soi-disant on impose aux gens de débroussailler, ce qui est très compliqué pour certaines personnes. Sur Calas on avait une population vieillissante avec des gens qui ont 80 ans et qui se retrouvent avec des propriétés en pleine forêt. Ce sont des gens qui physiquement n'ont plus les moyens de débroussailler par eux-mêmes. Il faut savoir que pour débroussailler une forêt, aujourd'hui, on est pratiquement à 1 euro du mètre carré. Vous vous rendez compte, vous avez une parcelle de 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire un petit hectare de forêt, c'est 10 000 euros si vous devez payer pour débroussailler. Donc c'est totalement infaisable pour beaucoup de personnes. Les pistes DFCI ne sont absolument plus entretenues. Les pompiers qui passaient chez moi me disaient régulièrement que les pistes sont dans un tel état que même avec leur camion 4x4, ils n'arrivent plus à passer à certains endroits. Simplement pour rappeler, Gilles, arrêtez-moi si je me trompe, ce que vous venez de citer, les fameux chemins DFCI, ce sont les chemins de forêt, c'est ça, en forêt? C'est exact. Oui, c'est ça. Donc moi j'en empruntais un pour arriver chez moi, et ces chemins-là sont continuellement en train de se dégrader malgré tout ce qu'on peut dire. Autre exemple concret, la forêt est en train de reprendre sur les parcelles qui étaient autrefois plus ou moins en olivier et entretenues par des paysans. Donc les paysans n'existent plus. Dans le début du Haut-Var, il n'y a plus quasiment personne. Il y a un petit peu de maraîchage dans la plaine de l'Argence, mais c'est tout ce qu'il y a. Par exemple, on a interdit à la personne qui avait des chèvres sur la commune de Calas de faire paître ses chèvres dans la forêt, ce qui aurait pu participer déjà au débroussaillage de ce que nous on appelle la boque, c'est-à-dire la salse pareille, le chêne vert, tout le sous-bois en fait, qui lui propage énormément rapidement les incendies. Eh ben on lui a interdit de faire paître ses animaux dans la forêt. Oui, ça c'est sûr. Et c'est intéressant tous les exemples concrets, parce qu'on voit bien en réalité les contradictions qui sont très nombreuses. Et vous parlez des terrains. Je me souviens avoir eu ici le patron des forêts privées de France. C'est en réalité 80% des terrains dont les personnes sont propriétaires partout en France. Il y a aussi un nombre d'incohérences absolument inouïes dans les lois, où on empêche en réalité les gens de couper l'herbe, où on les empêche de couper à une certaine période. Et ce type de contradiction forcément entraîne à ce à quoi on assiste parfois en Gironde et dans le Var. Merci beaucoup Gilles d'avoir parlé en toute sincérité, d'avoir parlé vrai comme on dit ici à Sud Radio, en composant le 0826 300 300. Ça fait quelques minutes maintenant qu'on essaye de le joindre, il est avec nous. Bonjour Manuel Martinez.
Bonjour, excusez-moi. Mais non, je vous en prie. Un peu à droite à gauche. Oui, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. On vous a vu sur différents écrans, sur différentes ondes en même temps, et au vu de la situation, on comprend. Donc je vous remercie de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le maire de Marcheprime. Concrètement, la situation de votre côté, elle en est où ? Or, concrètement, nous, on est à distance de cet incendie, mais on le voit dans le ciel, on voit de loin ce qui se passe et on voit l'importance du nuage qui nous permet de comprendre que c'était grave déjà hier après-midi. Et en fait, coup de fil du maire d'Arès, coup de fil du maire de Lège-Cap-Ferré, donc Xavier Daneil et Philippe de Gonneville, qui m'ont dit, est-ce que tu peux accueillir des gens qu'on va devoir déloger ? Je lui ai dit, pas de problème, on a des salles, on a 3 sites, la Caravelle qui est un centre culturel, la salle des fêtes, la salle des sports, et c'est comme ça qu'à partir de minuit, on a pu accueillir jusqu'à 1200 personnes cette nuit, tout ça en communiquant entre les élus et très vite 15 personnes qui étaient prêtes à ouvrir ces salles et à accueillir ces personnes qui venaient par leurs propres moyens, ayant quitté des campings, ayant quitté leur logement de Lège-Cap-Ferré ou des Porges. Mais Emmanuel Martinez, avant de revenir bien sûr à l'actualité principale, les actualités qui sont ces feux qui ravagent une partie de la Gironde et du Var, ce que vous racontez, ça démontre quand même une telle solidarité, la puissance de la solidarité dans des événements comme ça, notamment dans votre région. Depuis tout à l'heure, on n'a que des maires qui nous appellent pour parler de ce qui se fait assez naturellement, des salles des fêtes qui s'ouvrent, des habitants qui sont évacués, le tout dans le calme avec des lieux d'accueil. Ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, la petite lumière au milieu de l'écran de fumée. Totalement, et je vous assure que j'en suis même surpris. D'une part, le réflexe des élus, et certains ne sont élus que depuis quelques mois, et ont eu ce réflexe de dire qu'est-ce qu'on fait, on y va, et comment on s'organise. C'est du bénévolat avec des marches primées qui nous appellent, qui communiquent avec nous, qui appellent en mairie encore depuis ce matin pour nous dire on sait que vous accueillez du monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Des agents de la communauté qui viennent et qui se laissent un peu leur travail quotidien pour aller nous soutenir et devenir quelque part des bénévoles au-delà des heures classiques. Donc, et on a cet esprit de solidarité entre maires, on s'appelle, on communique, est-ce que tu as des lits, est-ce que tu as des couvertures, est-ce que je peux t'en amener, voilà, sans oublier nos commerçants et services de proximité. On a un Intermarché, on a des boulangeries et elles nous ouvrent les portes à des heures imprévues. C'est tout ça la solidarité. Et donc, c'est assez exceptionnel, j'imagine. C'est une très belle chose et il faut bien sûr, au milieu du drame et du choc que cela représente pour beaucoup, aussi insister sur ces points qui permettent, vous, localement, d'organiser, de réorganiser des vies un peu à l'improviste et aussi de sauver des gens. Manuel Martinez, vous êtes le maire de Marcheprime. Encore une question que je pose à tous les maires qu'on a depuis quasiment 1 heure au téléphone. Les étapes, les prochaines étapes pour les prochaines heures, c'est quoi pour vous ? Alors, les prochaines étapes, nous, elles se font heure après heure, c'est-à-dire, premièrement, du lien avec les services de l'État, du lien avec l'agglomération Lac-Auban, qui est le territoire du Nord-Bassin, qui réunit les 8 communes, dont Lège-Cap-Ferré est concerné par cet incendie. Et donc, à la fois des informations qui nous viennent du site, de l'incendie, mais aussi pouvoir répondre. L'accueil, c'est une chose, mais il faut penser petit déjeuner. On a servi 1100 petits déjeuners ce matin. Le repas du midi, le repas du soir, comment on peut les accompagner. On va jusqu'à proposer des activités pour les enfants, parce qu'il y a des enfants, et on est en pleine période de CAP 33, cette opération qui permet avec des animateurs d'accompagner et de faire du lien social aussi. Donc, on les accompagne, sans oublier, bien sûr, la solidarité, qui existe et qui est plus que très importante. Merci beaucoup, Manuel Martinez, d'avoir été avec nous, maire de Marcheprime. Vous l'avez dit, vous avez ouvert des lieux d'accueil pour des évacués, près de 12 000 évacués d'ailleurs en Gironde, au moment où ces incendies frappent violemment une partie du pays. C'est le cas dans le Var, mais là, les images les plus spectaculaires sont du côté de la Gironde. Vous avez pu suivre d'ailleurs la prise de parole de la préfète tout à l'heure. Dans un instant, on sera aussi avec le maire de Mios. On sera également avec tous vos nombreux témoignages, comme depuis 1 heure désormais en édition spéciale sur Sud Radio au 0826 300 300 à tout. Édition spéciale Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo.
0826 300 300 12h50 sur Sud Radio. Vous nous écoutez depuis maintenant 3 heures avec un suivi très régulier, très précis sur tout ce qui se passe du côté de la Gironde et du Var et jusqu'à la fin de la journée et autant que la situation le demandera. On fera des points extrêmement précis sur la situation avec notamment Antoine Dizy qu'on retrouvera d'ici une dizaine de minutes. Pour le moment, les informations sont les suivantes. On a plus de 2000 hectares qui ont été ravagés par les flammes, des évacuations extrêmement massives depuis une heure. On est en ligne avec les maires, avec vos témoignages qui sont très précieux et je vous en remercie, amis auditeurs, au 0826 300 300 pour suivre aussi ce qui se passe, les mouvements de solidarité. Il y a énormément de restaurateurs qui aident, les pompiers qui aident ceux qui ont été évacués et j'en profite pour remercier toute la rédaction de Sud Radio qui est mobilisée, que ce soit sur le terrain, à la rédaction qui suit absolument tout ça pour qu'on puisse vous donner un maximum de choses précises à l'antenne. Mais j'aimerais qu'on poursuive la conversation avec Jérôme qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jérôme. Vous êtes avec nous Jérôme? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, il me semble que vous êtes du côté des Pyrénées-Orientales. Vous vous rappelez comment on a géré les nombreuses crises du feu depuis des années et des années? Oui, exactement. Bon, voilà, j'ai quand même un peu d'expérience de la vie, de par mon âge, et effectivement, donc j'ai déjà vu certaines gestions de crises de feu, notamment celui en 2009 où c'est que je suis devenu, on va dire, une vigie pour aider la sécurité civile. Donc pour prévenir éventuellement les feux. Mais je souhaitais surtout intervenir déjà pour remercier tous les soldats du feu, apporter mon soutien, effectivement, simplement en parole aux gens malheureusement qui ont tout perdu. Et certains ont vraiment tout perdu, toute une vie qui s'est envolée. Mais aussi j'aurais aimé, je souhaiterais donc apporter ce témoignage pour comprendre un petit peu la gestion de crise, parce que il faut que quand même la population sache un petit peu au niveau de la gestion. On a sur les hauteurs de Sur-Tête et Rodez, où c'est que donc le feu a pris énormément d'ampleur, les villages ont été évacués. On a un lac immense, mais vraiment immense, c'est un barrage où les canadaires donc peuvent venir se ravitailler. Et ils n'ont pas pu utiliser donc le lac de par le fait que cette année, souvent il y a des troncs d'arbres suite aux inondations et donc aux pluies qui sont dans le lac et c'est dangereux effectivement pour les canadaires. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites en réalité, Jérôme, sur la réalité du terrain, sur les initiatives que chacun doit prendre, que ce soit les responsables de terrain, les propriétaires de certains coins, que ce soit l'entretien. Et là, ce que vous dites avec le lac, c'est aussi très intéressant parce que ça fait partie des subtilités qu'on n'a pas toujours quand on parle de ces crises. Et on voit bien à quel point parfois cela peut être pénalisant. On termine cette édition spéciale avec vous, Cédric Pin. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et navré du délai entre les réglages techniques et autres. Cela peut prendre un peu de temps, mais c'était important de vous avoir. Vous êtes le maire de Millos. Vous, comment ça se passe dans votre coin à l'heure où on se parle? Écoutez, nous, on a ouvert nos complexes sportifs cette nuit vers 2h du matin pour accueillir des gens qui étaient évacués. On a reçu principalement des Allemands, des Belges, des Français. On a mis nos 2 équipements sportifs, donc on a eu les agents qui se sont mobilisés toute la nuit, les élus également, et puis pour pouvoir leur offrir douche, de quoi dormir. Ce matin, on leur a offert bien entendu le petit-déj, le repas. Là, on a notre centre commercial qui nous a offert, ainsi que les boulangers, l'ensemble des repas. Il y a une bienveillance vraiment qui fait chaud au cœur. Cet après-midi, on va leur proposer des jeux avec 4,33. Enfin, c'est quand même assez frappant, pardonnez-moi Cédric, depuis tout à l'heure qu'on a des maires au téléphone. Si la situation est quand même excessivement pénible à gérer, avec l'urgence, avec le peu d'heures de sommeil, avec les solutions et des décisions à prendre en quelques minutes, le fait d'insister à chaque fois sur la solidarité et à quel point cela provoque un élan extraordinaire, c'est frappant de vous entendre, vous les maires, évoquer ça en premier. Mais oui, mais vous savez, vous avez peut-être vous rappelé, le 31 janvier, on a subi une tornade à Millos, ça a été et nous, on est content aussi de donner et d'apporter cette solidarité. Il y a cet esprit-là et vraiment, il fait chaud au cœur que ce soit chez les agents. Ils ont passé la nuit, moi j'étais avec eux toute la nuit. Les élus également, les Milosiens, on va faire un appel aux dons là pour avoir des serviettes pour aider. Je sais qu'on va avoir un succès fou. Enfin, les gens, ils sont vraiment. C'est ça qui a de beau aussi en France, il faut le dire, c'est cet esprit quand il y a besoin. Il y a cet esprit de solidarité, il est là, et même que ce soit des professionnels comme le centre commercial ou pour le café, on nous l'a fourni également gratuitement. Les agents qui, au lieu de faire des animations classiques, vont faire des animations pour les personnes qui sont accueillies.
Et puis ils ont le sourire et ça leur fait du bien aussi, hein, donc ça leur fait changer les idées. Et c'est aussi certainement le rôle du maire que vous êtes du côté de Mios, avec j'imagine là aussi dans les prochaines heures un peu la même chose, avec peut-être d'autres évacuations à superviser, d'autres personnes, des activités comme vous venez de le préciser, hein, par rapport à tous ceux qui sont évacués, qui viennent des communes avoisinantes. Merci beaucoup Cédric Pin d'avoir été avec nous, maire de Mios, et j'aimerais, parce que c'est important, qu'on puisse terminer cette édition spéciale avec vous. Rudy, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sapeur-pompier professionnel, vous étiez proche de Wilfried qui est décédé en intervention le 21 juillet dernier dans l'incendie à côté de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et si on avait envie de vous avoir au téléphone, c'est parce que un hommage est prévu déjà tout à l'heure à 18h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Et c'était l'occasion aussi avec vous de se rappeler à quel point ce que vous faisiez au quotidien était important. Et le décès malheureusement de Wilfried prouve à quel point votre mission peut emmener jusqu'au sacrifice suprême par moment. Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile. On a perdu le 21 juillet une très très belle personne. Wilfried, c'était vraiment un collègue en or, comme on rencontre vraiment très peu dans une carrière. Vraiment un pompier hors pair, impliqué auprès de la profession, que ce soit en tant que pompier volontaire ou en tant que pompier professionnel, ou aussi en tant que formateur, parce qu'il faisait également comme moi de la formation incendie, et il était passionné par son métier. On a des cursus qui sont très similaires. On a le même âge, on est rentré quasiment dans la même période en tant que pompier à Paris, on s'est rencontrés en caserne, on s'est suivis dans nos carrières. Et c'est ce qui a vraiment renforcé notre lien en fait, dans notre amitié. Et puis voilà, la passion unique qui nous a liés dans le métier. Enfin, c'est vraiment c'est difficile à accepter la perte de Wilfried, quoi. D'où l'importance de cet hommage qui est prévu aujourd'hui, je le rappelle, à 18h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Malheureusement, ces tragédies sont toujours l'occasion de rappeler quand même un certain nombre de choses. L'engagement des pompiers, la force de votre mission, l'urgence de votre sacrifice dans des situations comme ça. J'imagine que c'est aussi quelques mots que vous allez avoir tout à l'heure à 18h30. Oui, c'est ça. Et puis on le sait, hein, quand on s'engage chez les pompiers, on connaît le risque également. Hein. Tous les ans, on perd des collègues sur intervention, beaucoup trop d'ailleurs. Mais voilà, on connaît le risque. C'est vrai qu'on n'y est pas confronté non plus tous les jours, un risque aussi important. Mais voilà, il faut garder dans un coin de notre tête que quand on est pompier aujourd'hui et quand on s'engage, qui plus est sur le terrain, ça peut aller, comme on dit selon l'expression consacrée, jusqu'au sacrifice suprême. Merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous. Vous êtes vous-même sapeur-pompier et c'était l'occasion non seulement de vous associer, mais peut-être humblement aussi de nous associer à cette pensée pour votre ami que vous avez perdu, qui était sapeur-pompier, lui aussi âgé seulement de 34 ans, Wilfried Schmitter, qui est mort au cours d'un exercice lorsqu'il combattait un feu de bâtiment à Mérignac. C'était le 21 juillet dernier. Il a été coincé par les flammes dans son camion-citerne. Une occasion aussi d'avoir une pensée pour tous ceux actuellement qui luttent contre les flammes. Je remercie toutes les équipes de Sud Radio, toute la direction qui supervise tout ça, bien sûr, toute la rédaction, les hommes sur le terrain, bien entendu, vous mobilisez pour vous servir une information de qualité. Il est 12h58. Dans un instant, vous allez pouvoir souffler un peu avec le programme d'Avignon, où vous allez retrouver Christophe Meillan. Et tout au long de la journée, sur les différentes actualités de Sud Radio, que ce soit sur le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux, vous êtes tenus au courant de la situation, et ce, jusqu'à ce que la situation l'oblige. Je vous souhaite une belle journée malgré les circonstances. Si vous êtes dans la région, surtout soyez prudents. Et moi, je vous retrouve demain à 10h.